Le 23 août 1995, tôt le matin, une automobiliste appela d'urgence des secouristes et des ambulanciers dans un secteur isolé près de l'autoroute de Blue Ridge en Caroline du Nord. Elle s'était arrêtée à un belvédère pour admirer le paysage et avait alors aperçu une mini-fourgonnette qui s'était écrasée plusieurs centaines de mètres plus bas. Il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur. Les secouristes de Transylvania County descendirent dans le ravin en espérant trouver des survivants. En ouvrant le véhicule, un morceau de parpaing taché de sang tomba à l'extérieur. Le corps d'une femme était affaissé sur le siège avant. Elle avait subi d'importantes blessures à la tête. On ne sentait pas son pouls. On sortit le corps du véhicule et on l'envoya à la morgue pour le faire examiner. La police d'État de la Caroline du Nord se mit à la recherche d'indices pour découvrir comment et pourquoi le véhicule avait quitté l'autoroute. Il n'y avait aucune trace de pneu sur la chaussée qui aurait indiqué que la conductrice avait freiné ou fait une embardée. On pouvait en déduire qu'elle s'était endormie au volant ou encore qu'elle conduisait sous l'effet de l'alcool ou de drogue. On remonta le véhicule pour l'examiner. La mini-fourgonnette était immatriculée au nom d'un certain Edward Cratchit. Il vivait à Bradenton, en Floride, soit à plusieurs centaines de kilomètres de là. Après avoir constaté que la mécanique était en parfait état de fonctionnement, les techniciens se mirent à la recherche d'autres indices. Il y avait des taches brun-rouge à l'intérieur de la portière du côté du conducteur. L'analyse révéla qu'il s'agissait de sang humain. À l'intérieur, on trouva un porte-monnaie et un permis de conduire. La conductrice fut identifiée comme étant Wendy Cratchit, âgée de 45 ans. C'était l'épouse du propriétaire du véhicule. On trouva du sang partout à l'intérieur de la mini-fourgonnette. Sur le sol, devant le siège du passager, il y avait le papillon d'une boucle d'oreille. Les techniciens ignoraient encore de quelle utilité seraient tous ces objets, mais ils prirent soin de les recueillir tous et de les conserver. Pendant ce temps, les autorités du comté se mirent à la recherche de la famille de Wendy pour leur apprendre la nouvelle de sa mort tragique. Lors de l'autopsie, le médecin légiste Robert Thompson chercha à découvrir ce qui avait pu causer l'accident. Il ne trouva aucune trace de drogue ni d'alcool dans le sang et les tissus de la victime. La mort de Wendy avait été provoquée par de nombreux coups violents portés à sa tête. Elle avait subi 5 fractures sur le dessus et l'arrière du crâne. Même si elle ne portait pas de ceinture de sécurité lors de l'accident, l'emplacement et le nombre de ses blessures étaient inhabituels. Les résultats de l'autopsie poussèrent les détectives du bureau d'enquête de la Caroline du Nord à examiner d'un peu plus près le cas de Wendy Cratchit. L'agent spécial et expert en morphologie de taches de sang, Andy Klein, examina les photos des lieux de l'accident. Il fut immédiatement frappé par l'absence de sang à l'endroit où le corps de la victime avait abouti. À en juger par la position dans laquelle elle se trouvait, c'est-à-dire avec sa tête au sol du côté du passager et la blessure sur le dessus de sa tête au niveau de sa nuque, je m'attendais à ce qu'il y ait une mare de sang plus importante, dans la mesure où elle s'était infligée cette blessure à l'intérieur du véhicule. Plus troublante encore était la présence du sang de la victime sur le marchepied à l'extérieur du véhicule. J'ai remarqué plusieurs taches de sang sur le marchepied, qui auraient dû être hors de portée compte tenu que la portière était fermée. Cela signifiait que la portière était ouverte et qu'elle avait perdu du sang à cet endroit. Ainsi donc, Wendy Cratchit saignait avant d'entrer dans le véhicule. L'enquête de cet accident tragique semblait susciter plus de questions que fournir de réponses. La police apprit alors que Wendy et son mari possédaient un chalet à seulement quelques kilomètres de la scène de l'accident. Un peu plus tard, les policiers se rendirent à cette adresse. Il semblait n'y avoir personne. Ils virent alors une grosse mare de sang. Des analyses subséquentes permirent de constater qu'il provenait de Wendy Cratchit. Un papillon de boucle d'oreille identique à celui de la mini-fourgonnette se trouvait à quelques centimètres. Compte tenu de la quantité de sang perdu, la victime n'avait pas pu survivre à moins qu'on lui ait prodigué des soins médicaux d'urgence. Pas très loin, les enquêteurs aperçurent une marque laissée par un objet lourd. La marque était de la même forme que le morceau de parpaing trouvé dans la mini-fourgonnette. Pour la police, il n'y avait plus de doute possible. Wendy Cratchit avait été brutalement assassinée et son meurtrier avait maquillé la scène pour que l'on croie à un accident. Maintenant, il fallait tenter de trouver celui qui avait tué Wendy et pourquoi il l'avait fait. La police de Transylvania County avait hâte d'interroger Edward, le mari de Wendy. Il se trouvait chez lui à Bradenton, en Floride. La police de Transylvania entra en contact avec la police de Bradenton pour que des agents aillent interroger le mari de la victime. Edward Cratchit sembla abasourdi en apprenant le meurtre de sa femme. Depuis que les enfants avaient terminé leurs études secondaires, Wendy passait beaucoup de temps à leur chalet de Caroline du Nord.
Edward ajouta qu'il avait été victime d'une crise cardiaque peu de temps auparavant et qu'il se trouvait chez lui en Floride au moment du meurtre. Wendy était restée s'occuper de lui pendant sa convalescence. Puis elle avait décidé de retourner en Caroline du Nord seule. Wendy était une femme indépendante. Elle avait même été embauchée comme serveuse à temps partiel en Caroline du Nord. Personne, selon Edward, ne pouvait lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. La police de Floride confirma l'alibi d'Edward et l'élimina de la liste des suspects. Pour identifier le meurtrier de Wendy, les détectives interrogèrent ensuite ses collègues de travail au restaurant où elle travaillait à temps partiel. L'une d'elles avait remarqué que Wendy était irritable et fatiguée peu de temps avant sa mort. Elle lui avait dit qu'elle avait reçu à la maison des visiteurs inattendus de Floride à quelques reprises. La collègue ignorait le nom de ces visiteurs, mais pour la détective Rita Smith du service des homicides de Transylvania County, il était évident que Wendy ne se réjouissait guère d'avoir ces personnes chez elle. Wendy n'était pas à l'aise avec ces gens. Il fumait dans sa maison. Elle avait l'impression qu'il lui volait des choses. Dans l'espoir d'identifier ses invités, les enquêteurs fouillèrent parmi les effets personnels recueillis dans le chalet de Wendy. Ils y trouvèrent un indice potentiel. Quelqu'un avait noté les noms de Tom et Luana Harrison sur un calendrier. Une vérification des dossiers permit de découvrir que les Harrison vivaient dans le même quartier à Bradenton, en Floride, que Wendy et son mari. On dépêcha des policiers à la maison des Harrison pour questionner le couple. Les Harrison reconnurent avoir rendu visite à Wendy en Caroline du Nord quelques semaines avant sa mort. Tom déclara que Luana et lui étaient des amis proches des Cratchit. Ils fréquentaient régulièrement le couple. Ils déclarèrent ne pas avoir remarqué de problème entre Edward et Wendy. Celle-ci les avait invités à passer quelques jours à leur chalet en Caroline du Nord, au moment qui leur conviendrait le mieux. Elle leur avait d'ailleurs remis une clé du chalet. Ils avaient accepté son invitation, mais cela s'était produit quelques semaines avant le meurtre. Ils n'y étaient pas retournés depuis. Afin de ne rien négliger, le policier leur demanda ensuite où ils se trouvaient au moment du meurtre. Tom Harrison devint alors nerveux. Il déclara qu'il n'aimait pas se faire traiter de suspect et demanda aux policiers de partir sur le champ. Cet étrange comportement de Tom Harrison poussa les policiers à croire qu'il leur cachait peut-être quelque chose. Pour en savoir un peu plus, ils obtinrent un mandat les autorisant à examiner ses relevés de cartes de crédit au cours des semaines précédant et suivant le meurtre. Ils s'aperçurent alors qu'il s'était servi d'une de ces cartes pour régler des hôtels et des agences de location de voitures un peu partout en Caroline du Nord. De fait, les reçus indiquaient que Tom et Luana Harrison étaient à proximité de la scène du crime au moment du meurtre. Ainsi donc, Tom Harrison avait menti. La police de Transylvania County entra en contact avec les autorités de l'État de la Floride. On leur demanda de mettre Tom et Luana Harrison en détention provisoire. L'agent spécial Vince Dellacchio se préparait à se constituer une équipe pour procéder lorsqu'il reçut une nouvelle troublante. Tom Harrison était mort. Un matin, je suis entré au bureau et j'ai reçu un appel du bureau du shérif de Manatee County. L'enquêteur au bout du fil m'a demandé si j'avais vu la une du journal. La manchette principale avait pour titre « Un résident meurt lors d'un accident nautique ». Selon le rapport, les autorités avaient découvert le bateau de Tom Harrison en flammes dans le golfe du Mexique. Après avoir éteint le brasier, les secouristes avaient tenté de retrouver le propriétaire de l'embarcation pendant plusieurs jours, mais en vain. On avait fini par abandonner les recherches. Le suspect numéro 1 dans l'homicide de Wendy Cratchit était maintenant porté disparu et présumé mort. Mais les policiers avaient l'impression que Tom Harrison avait monté de toutes pièces la mise en scène de sa mort pour qu'on cesse de le chercher. On demanda au lieutenant Marty Raymond de la Commission des pêcheries et de la faune de la Floride d'élucider cette affaire. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu une vedette de croisière d'environ 7,50 m de long. Le bateau avait complètement brûlé jusqu'à la ligne de flottaison, à l'exception de certaines portions de la proue à bâbord et de la poupe à tribord. Des investigateurs purent rapidement constater que l'incendie n'était pas imputable à une défectuosité du système électrique. Après avoir soigneusement analysé les débris calcinés, ils s'aperçurent qu'en certains endroits du bateau, l'incendie avait atteint des températures plus élevées qu'à d'autres.
Le bois brûlé présentait des motifs en écailles semblables à une peau d'alligator et tout à côté se trouvaient d'autres sections de bois qui n'avaient presque pas été touchées par les flammes. Il n'y avait qu'une seule explication à ce phénomène. Selon le bureau de l'inspecteur des incendies, on avait mis le feu à l'aide d'un agent accélérateur. On pouvait voir où le feu avait commencé en analysant la façon dont le bois était endommagé, en examinant comment divers matériaux s'étaient consumés. Les professionnels du bureau de l'inspecteur savent très bien comment lire dans les restes carbonisés et les cendres. Ainsi donc, l'incendie avait été allumé intentionnellement. Comme on n'avait trouvé aucune trace de restes humains parmi les débris, les enquêteurs étaient persuadés que Tom Harrison en était l'auteur. Le lieutenant Redmond interrogea alors la femme du suspect, Luana. En omettant de lui dire que les experts avaient découvert qu'il s'agissait d'un incendie criminel, il lui demanda de lui parler des circonstances entourant la mort mystérieuse de son mari. Elle déclara que le soir précédant l'incendie, Tom n'avait pas l'air de bien se porter. Après avoir regardé une partie de football en fin de soirée, il lui avait dit qu'il voulait aller pêcher. Inquiète, elle avait tenté de l'en dissuader. Malgré tout, Tom était parti après avoir sorti son équipement de pêche. Pour les enquêteurs, Luana n'avait rien d'une veuve éplorée qui venait de perdre l'homme qu'elle avait épousé 20 ans plus tôt. Elle semblait davantage souhaiter que l'enquête entourant la mort de son mari se termine au plus vite. Les policiers ne tardèrent pas à en connaître la raison. En plus d'être les principaux suspects de l'homicide de Wendy Cratchit, les Harrison avaient de graves problèmes financiers et Luana devait toucher un montant appréciable d'assurance suite au décès de Tom. Voici l'agent spécial Vince Delacchio de la police d'État de la Floride. À ce moment-là, je me doutais bien que Tom Harrison n'était pas mort et que cet incendie était vraisemblablement un accident maquillé pour éliminer Harrison de la liste des suspects. De plus, connaissant sa situation financière, on pouvait en déduire qu'il espérait toucher l'argent de son assurance-vie. Pour étayer cette hypothèse, les autorités mirent la maison des Harrison à Bradenton sous surveillance 24 heures par jour. Plusieurs mois s'écoulèrent sans progrès. Puis, un jour, la police aperçut Tom Harrison bien en vie. Il semblait se préparer à quitter la ville avec Luana. Peu après que le couple se soit mis en route, la police le força à se ranger. Tom Harrison donna un faux nom et un faux permis de conduire aux policiers. Luana et lui furent mis en état d'arrestation et accusés d'avoir fraudé leur compagnie d'assurance, en plus d'avoir provoqué un incendie criminel. Tom Harrison refusait toujours de coopérer avec la police et sans preuve formelle de son implication dans l'homicide, les enquêteurs auraient encore beaucoup de travail à faire pour prouver qu'il avait tué Wendy Cratchit. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer les liens étroits entre les Harrison et le mari de la victime. Se pouvait-il qu'Edward Cratchit, dont le mariage battait de l'aile, ait engagé les Harrison pour faire tuer Wendy? C'était le bon moment pour contacter de nouveau Edward Cratchit, le mari de la victime, et pour mener un nouvel interrogatoire en lui faisant savoir que les Harrison avaient été arrêtés. Nous avions l'espoir que cela pousserait Cratchit à parler. On convoqua donc Edward Cratchit à un interrogatoire et on l'avisa de l'arrestation des Harrison. Les enquêteurs lui dirent également qu'ils étaient persuadés qu'il les avait engagés pour tuer sa femme et ils insinuèrent qu'il disposait de preuves. Le bluff fonctionna. Edward Cratchit décida de parler. Il avoua avoir participé au complot du meurtre, mais ajouta que l'idée ne venait pas de lui. Cratchit déclara qu'il s'était plaint de ses problèmes maritaux aux Harrison. Il savait que Wendy projetait de le quitter. Depuis sa crise cardiaque, il craignait de se retrouver au cœur d'un divorce long et coûteux et de perdre la moitié de ses biens. Tom Harrison lui avait alors proposé, moyennant rétribution, de le débarrasser de ses problèmes.
Edward accepta. Le meurtre devait ressembler à un accident. Mais lorsque la police découvrit qu'il s'agissait d'un meurtre, Edward décida de ne pas toucher au montant de la police d'assurance vie de sa femme. Par conséquent, il fut incapable de payer Harrison pour le meurtre et il craignait que celui-ci ne décide de le tuer à son tour. On mit Edward Cratchit en état d'arrestation et on l'accusa de complot pour homicide. La police fit ensuite part des déclarations de Cratchit à Tom Harrison, mais celui-ci refusa de coopérer. Cela ne changea rien à la preuve, puisque ses relevés de carte de crédit démontraient qu'il se trouvait près de la scène du crime au moment du meurtre. Ces preuves, ajoutées à la déposition d'Edward Cratchit, étaient tout ce dont les policiers avaient besoin pour l'accuser d'homicide. Les enquêteurs croient qu'après être arrivés au chalet de Wendy en Caroline du Nord à l'improviste, Tom Harrison l'a frappée jusqu'à ce qu'elle meure. Le couple a ensuite mis le corps de Wendy dans sa mini-fourgonnette et s'est rendu à un secteur isolé près de l'autoroute Blue Ridge où il a tenté de maquiller la scène en accident. On a trouvé Edward Cratchit coupable du meurtre au premier degré de sa femme et on l'a condamné à une peine minimale de 11 ans. Quant à Tom Harrison, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. En échange de ses aveux, Luana Harrison n'a eu droit qu'à 3 ans de probation.